Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur la vie de Camille Claudel, cette immense sculptrice au destin tragique, on le sait, mais on va essayer de regarder ça sous un angle un peu différent, celui de l'analyse transgénérationnelle. Pour faire ça, on s'appuie surtout sur un chapitre très éclairant, je trouve, de Thierry Gaillard, qui est psychothérapeute. C'est tiré d'un livre collectif, Analyse transgénérationnelle, pour mieux comprendre. L'idée, notre mission, si on veut, c'est de voir si on peut comprendre comment des non-dits, peut-être des traumatismes des générations d'avant, ont pu influencer le parcours de Camille Claudel. Au-delà de son génie, de sa relation avec Rodin, est-ce qu'il y avait autre chose en sous-sol? Oui, c'est une approche qui cherche à voir plus large, en quelque sorte. L'analyse transgénérationnelle. L'idée de base, c'est que des événements marquants, des deuils pas faits ou même des secrets de famille chez nos ancêtres, eh bien, ça peut laisser une trace. Une empreinte inconsciente sur nous, les descendants. C'est pas la seule explication, bien sûr, mais c'est, disons, une grille de lecture en plus. Ça peut éclairer des zones d'ombre, surtout pour des vies aussi complexes, aussi douloureuses que celle de Camille Claudel. Ça nous invite à chercher du sens, là où on a l'impression qu'il n'y en a pas forcément. Hmm. Et pour bien montrer l'écart terrible entre ce qui aurait pu être et ce qui a été, l'auteur Thierry Gaillard, il commence avec une image assez forte. Il imagine un peu un conte de fées, quoi. Camille qui épouse Rodin, ils deviennent ce couple d'artistes mythiques, les mots l'amant, des enfants, le succès, bref, une vie accomplie. Sauf que la réalité, c'est tout l'inverse. Les galères financières, l'isolement artistique qui grandit, la rupture terrible avec Rodin, et puis l'horreur absolue. 30 ans d'internement psychiatrique forcé, jusqu'à sa mort. Le décalage est violent. Oui, et c'est justement ce gouffre-là, entre le potentiel et la réalité, qui pousse à chercher plus loin. Galliard, il parle d'un retour du bagage transgénérationnel inconscient, comme si ce poids invisible avait petit à petit réduit la marge de manœuvre de Camille, comme si ça avait entravé ses désirs et l'avait mené, presque inexorablement, vers cette fin. C'est un processus qui peut être plus sournois, et parfois plus puissant même, que les conflits psychiques juste personnels, vous voyez. D'accord. On parle souvent, c'est vrai, de la relation très difficile entre Camille et sa mère, Louise Athanaïs. L'explication qu'on entend le plus souvent, c'est psychologique. Le deuil jamais vraiment fait de son premier bébé, Charles-Henri, mort juste après la naissance. Et cette perte expliquerait sa froideur envers Camille, née juste après. Comme si Camille devait porter le poids d'être une remplaçante impossible. On décrit une mère très dure, toujours en noir, un peu figée dans sa tristesse. Oui, c'est l'explication courante. Mais l'analyse transgénérationnelle, elle demande pourquoi. Pourquoi ce premier deuil, celui de Charles-Henri, a été si impossible à vivre pour Louise Athanaïs? Qu'est-ce qui, dans sa propre histoire à elle, a pu rendre ça si terrible? Et souvent, la réponse, elle est une génération au-dessus. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on trouve? En creusant, on découvre un autre drame. Un drame plus ancien, qui résonne bizarrement. La mère de Louise Athanaïs, donc la grand-mère de Camille, elle s'appelait Louise Rosalie Cerveau. Et elle est morte très jeune, à 27 ans seulement. Et surtout, les circonstances. Elle est morte après un accouchement, le deuxième. Et c'était un garçon, prénommé Paul. Ce Paul qui d'ailleurs se suicidera plus tard, à 23 ans. Voilà, on touche à quelque chose de central là. D'abord, Camille Claudel, elle portait comme deuxième prénom Rosalie, héritée directement de cette grand-mère morte en couche. Ensuite, imaginez sa mère, Louise Athanaïs, quand elle accouche de son premier fils, Charles-Henri. Cet événement a dû réactiver, mais de manière inconsciente et sans doute très violente, le traumatisme, pas du tout réglé, de la perte de sa propre mère, Louise Rosalie. Les circonstances sont similaires, mort liée à un accouchement et en plus d'un garçon. Et il ne faut pas oublier l'âge qu'avait Louise Athanaïs quand sa mère est morte, 3 ans. À cet âge-là, faire un deuil pareil, c'est quasi impossible. Donc, la naissance de son propre fils la replonge symboliquement dans ce trou noir traumatique initial. Waouh, c'est vertigineux comme lien. Et comment ça se traduit concrètement dans la relation mère-fille, Camille et Louise Athanaïs? Quels sont les mécanismes selon cette approche? Alors, Gaillard part de 2 mécanismes principaux. D'abord, ce qu'il appelle la parentification. Ça veut dire qu'inconsciemment, Camille est mise à la place de sa grand-mère morte, Louise Rosalie. Elle devient porteuse de ce fantôme, sans le savoir.
Et ensuite, il y a ce qu'il nomme la nécessité transférentielle. C'est un peu technique, mais l'idée, c'est qu'un parent, ici la mère, porte un fardeau psychique trop lourd, le deuil non fait de sa propre mère. Pour s'en soulager, inconsciemment, elle va le déposer sur un enfant. L'enfant devient alors porteur de ce poids sans en comprendre l'origine. C'est ça la nécessité transférentielle, un besoin vital presque, de transférer ce qui est insupportable. Camille aurait donc été ce réceptacle pour le deuil impossible de sa mère vis-à-vis de Louise Rosalie. Elle porte le passé non digéré de sa mère en quelque sorte. Et ce fardeau, j'imagine qu'il s'alourdit avec le temps. Oui, la sauce le souligne bien, les deuils non faits se sont accumulés pour Louise Athanaïse. Après son bébé Charles-Henri, il y a eu le suicide de son frère Paul, puis la mort de son père à elle, et bien plus tard celle de son mari, Louis Prosper, le père de Camille. Chaque perte non résolue venait sans doute alourdir cette charge inconsciente projetée sur Camille. Ça devenait de plus en plus écrasant. Et les autres enfants alors? Louise, la sœur, et Paul, le frère. Comment ils se situent là-dedans? Est-ce que le poids est réparti différemment? C'est une excellente question. L'analyse suggère que oui, il y a une sorte de répartition inconsciente des rôles. Louise, la sœur cadette, elle porte le même prénom que sa mère et que sa grand-mère décédée. Une projection maternelle plus positive. Comme si Camille, portant déjà le négatif, le fantôme de la morte, eh bien Louise pouvait incarner une image plus idéale pour la mère. Ça aurait pu créer une sorte d'alliance un peu implicite entre la mère et la fille Louise, laissant Camille encore plus isolée. Une alliance mère-fille contre Camille. C'est une interprétation possible, oui. Quant à Paul, le frère, le futur écrivain, il porte le prénom de cet oncle maternel au destin tragique, celui qui s'est suicidé. Donc, lui aussi hérite d'une place symbolique lourde, celle du remplaçant. Et il devra lutter pour s'en défaire, pour trouver sa propre voie. Sa relation avec Camille est décrite comme très ambivalente. C'est un mélange d'admiration, de rivalité, peut-être de culpabilité, marqué par ce que l'auteur appelle leurs aliénations réciproques. Chacun est pris avec un fantôme familial différent. La grand-mère pour Camille, l'oncle suicidé pour Paul. Et ça colore forcément leurs échanges. On voit bien comment l'histoire non résolue des ancêtres semble distribuer les cartes, assigner des rôles invisibles à chacun, quoi. Tout à fait. L'auteur va même jusqu'à citer une pièce de Paul Claudel, La jeune fille Violaine. Apparemment, Claudel lui-même aurait reconnu que cette pièce transposait un peu les tensions familiales, notamment la rivalité entre Camille et sa sœur Louise. Il y a une réplique assez incroyable. « Pourquoi est-ce que tu es né à ma place? Mais je saurais prendre la mienne. » Ça montre bien cette lutte pour exister, pour trouver sa place dans une histoire familiale déjà écrite en partie. Si on regarde maintenant les moments clés de la vie de Camille avec cette grille de lecture, certains aspects prennent un relief différent. Par exemple, son enfance. Cette passion, dévorante, pour modeler la terre, la glaise. On dit qu'elle en ramenait des quantités énormes, qu'elle mobilisait tout le monde pour en trouver. Comment on peut interpréter ça symboliquement? L'interprétation qui est proposée est assez forte, oui. Ce besoin presque obsessionnel de modeler, de faire sortir des formes de la terre-mère, ça pourrait être une tentative inconsciente de rejouer, mais pour la maîtriser, la scène traumatique originelle. C'est-à-dire la scène de la mère, ou plutôt de la grand-mère, morte en couche. Morte en donnant la vie. En créant des corps à partir de la matière, Camille essaierait de donner forme à cette impensée familiale. À ce qui n'a pas pu être dit, symbolisé. C'est une forme de défense par la création. Une tentative de sublimation, peut-être. Mais une défense qui pourrait aussi être un piège. Oui, potentiellement. Parce qu'en rejouant cette scène, même symboliquement, elle reste connectée à ce scénario de la mère créatrice, mais qui peut aussi être sacrifiée, détruite par sa création. L'art devient à la fois son salut et d'une certaine manière sa prison. Et puis arrive Rodin. Cette passion fulgurante, elle aurait agi comme un révélateur, réveillant cet héritage transgénérationnel qui dormait peut-être. Rodin devient alors l'objet d'une projection énorme de la part de Camille. C'est exactement ça. Il devient, sans le savoir évidemment, l'écran sur lequel Camille projette sa quête éperdue de réparation maternelle. Elle cherche chez lui l'amour, la reconnaissance, le soutien total qu'elle n'a jamais eu de sa mère, elle-même empêtrée dans son propre drame non résolu. Et il y a ce détail incroyable quand on y pense. La compagne de Rodin, celle qu'il n'a jamais quittée pour Camille, elle s'appelait Rose Buret. Rose, c'est tellement proche de Rosalie, le prénom de la grand-mère fantôme. Dans cette lecture transgénérationnelle, ce n'est pas juste une coïncidence, non? C'est un signifiant très fort.
La demande répétée, déchirante de Camille pour que Rodin quitte Rose, ça prend une autre dimension. Symboliquement, c'est comme si elle suppliait sa propre mère de faire enfin le deuil de Louise Rosalie, la grand-mère, pour pouvoir enfin l'aimer, elle, Camille, pour ce qu'elle est. Son œuvre majeure de cette époque, L'âge mûr, vous savez, cet homme mûr tiraillé entre une jeune femme qui supplie et une vieille femme accusatrice, presque spectrale, on peut la lire comme une métaphore incroyable de ce conflit triangulaire inconscient, et insoluble finalement. Donc Rodin se retrouve pris dans un rôle qui le dépasse complètement. Ah oui, complètement. Il est investi d'une mission impossible, réparer une blessure transgénérationnelle dont il n'a aucune idée. Il n'est ni thérapeute ni au courant de cette histoire cachée. Il ne peut qu'être l'agent involontaire de la répétition du drame. La rupture était sans doute inévitable, mais elle ne libère pas Camille, parce que le conflit de fond avec l'image de la mère et l'ombre de la grand-mère, lui, il reste entier. Cette dynamique autour du prénom Rosalie, elle semble donc vraiment centrale dans la relation avec Rodin. Mais est-ce que ce schéma se répète ailleurs, peut-être même dans sa propre famille? Et son prénom, Rosalie Vetch. Non, encore une Rosalie. C'est presque trop gros pour être vrai. Quel effet ça a pu avoir sur Camille, ça? Imaginez pour Camille, voir son frère Paul engagé dans une relation triangulaire avec une autre Rosalie, c'est sans doute revivre symboliquement et de façon hyper douloureuse sa propre lutte contre le fantôme de la grand-mère. Que ce soit pour l'amour de la mère, celui de Rodin, ou maintenant l'attention du frère, elle se retrouve toujours face à cette rivale symbolique omniprésente. La source cite d'ailleurs des mots de Camille quand cette femme arrive dans la vie de Paul. Pourquoi cette femme? Qu'est-ce qu'elle s'en vient faire avec nous? Est-ce que nous avons besoin d'elle? On entend bien là l'écho de cette blessure narcissique profonde, se sentir encore une fois mise de côté pour une autre Rosalie. Cette liaison de Paul, qui va d'ailleurs le marquer énormément et inspirer son œuvre Partage de midi, elle a donc eu des répercussions très complexes sur leur relation frère-sœur. Oui, Paul traverse sa propre crise existentielle, spirituelle, à travers cette relation. Mais peut-être qu'en rejoignant ce drame ailleurs, il arrive d'une certaine façon à se dégager un peu de l'emprise familiale qui le liait si fort à Camille. Pour Camille, par contre, ça apparaît comme un abandon de plus, une confirmation de sa solitude et de l'impossibilité d'échapper à ces scénarios qui se répètent. Tout ça, ça dessine une sorte d'engrenage, implacable. C'est l'impression qui se dégage, oui. Sans une prise de conscience de l'origine transgénérationnelle de ces conflits, ce deuil impossible de Louise Rosalie qui hante la famille sur plusieurs générations, eh bien c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Les événements extérieurs semblent alors juste confirmer et renforcer l'aliénation intérieure. Et le coup final arrive avec la mort du père Louis Prosper en mars 1913. Il était son dernier soutien, son dernier rempart dans la famille. Sa mort lève le dernier obstacle, oui. Presque immédiatement, la décision familiale est prise, menée par la mère et le frère Paul, de la faire interner. Et cet acte final, on peut l'interpréter, toujours dans cette perspective transgénérationnelle, comme l'aboutissement de cette fameuse nécessité transférentielle. C'est-à-dire comment ça? Puisque Camille incarne inconsciemment ce fantôme de la grand-mère morte, dont le deuil n'a jamais pu être fait, l'internement, ça revient symboliquement à tuer ce fantôme, à l'enterrer définitivement pour que la famille, et surtout la mère, puissent trouver une forme de paix, même si c'est une paix névrotique. C'est une lecture, oui, qui fait froid dans le dos. Oui, c'est une perspective absolument glaçante. Ça éclaire d'une lumière terrible l'intransigeance de la mère, qui va s'opposer à toute sortie de Camille, qui va même interdire les visites, le courrier au début. Elle écrira même au directeur de l'asile cette phrase terrible, c'est elle qui a été son propre bourreau. Phrase terrible en effet, qui montre à quel point la mère était elle-même prisonnière de ce passé non intégré, incapable de voir la personne réelle, la femme qui souffre, derrière le rôle inconscient qu'elle avait projeté sur sa fille. Et Camille passera 30 longues années enfermée. Ses lettres déchirantes resteront souvent sans réponse. On dit que ces derniers mots, là-bas, à l'asile de Mondevraig, ça aurait été « mon petit Paul ». On pense évidemment à son frère, mais l'analyse de Gaillard y voit une double signification possible. Oui, une résonance possible avec le fantôme de l'autre Paul, l'oncle maternel, le fils de la grand-mère Louise Rosalie, celui qui s'était suicidé. Comme un dernier dialogue inconscient, juste avant la mort, entre les fantômes familiaux qu'elle a portés toute sa vie. C'est une interprétation très poignante. Et c'est intéressant de voir que la réhabilitation de Camille Claudel, son œuvre, son histoire, ça a été beaucoup porté par sa petite nièce, Reine Marie Paris.
comme un acte de réparation symbolique venu des générations d'après. C'est une belle image, oui. Comme si une descendante venait, des décennies plus tard, faire une sorte de réparation transgénérationnelle, redonner enfin sa juste place, sa reconnaissance, sa dignité à celle qui avait été, d'une certaine manière, sacrifiée sur l'autel des secrets et des deuils non faits de la famille. Pour résumer un peu notre discussion, cette lecture transgénérationnelle, elle apporte vraiment un éclairage différent et assez bouleversant sur le destin de Camille Claudel. Elle suggère que ces troubles psy, son internement, c'est pas seulement lié à sa vie perso ou à Rodin, mais que c'est profondément ancré dans les traumatismes non résolus des générations d'avant. Surtout ce deuil impossible de sa mère, lié à la mort tragique de sa propre mère, la grand-mère Louise Rosalie. Tout à fait. Et ça ouvre des pistes de réflexion plus larges. Par exemple, l'idée que certaines souffrances psychiques, qu'on étiquette parfois maladie mentale, pourraient en fait cacher des aliénations transgénérationnelles qu'on n'a pas repérées, des fardeaux hérités qui empêchent la personne d'émerger vraiment. Ça montre aussi l'importance, surtout face à des personnalités très sensibles, très créatives comme Camille Claudel, de chercher à voir au-delà des symptômes, des comportements qui peuvent dérouter, d'essayer de reconnaître et de soutenir le soi profond, le sujet qui lutte pour exister malgré le poids de cet héritage. Et puis finalement, ça nous renvoie à la nécessité potentielle, pour chacun d'entre nous peut-être, d'explorer un peu ces héritages invisibles, ces histoires de famille incomplètes, silencieuses. Pas pour chercher des coupables, mais pour comprendre, pour intégrer ces éléments et peut-être éviter de répéter, sans le savoir, des schémas douloureux dans nos propres vies. Une perspective qui invite vraiment à la réflexion, bien au-delà du cas unique et fascinant de Camille Claudel. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. Peut-être une dernière pensée, juste pour laisser mûrir au-delà de l'histoire de Camille Claudel, finalement. Dans quelle mesure est-ce que nos propres choix, nos relations, même nos difficultés actuelles, ne pourraient pas être, de façon subtile, influencés par les histoires inachevées, les loyautés invisibles ou les secrets de nos propres familles? C'est une invitation à considérer la présence possible de ces fils ténus qui nous relient, qu'on le veuille ou non, à ceux qui nous ont précédés.